Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 152. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, avant de te laisser avec ton animatrice de choc Lucie Castel, je pirate honteusement son épisode pour un message super important. Au nom de toute l'équipe de l'ICAR, je te souhaite une merveilleuse année 2023. Beaucoup de bons moments et de nouvelles expériences, la santé évidemment, la réussite et évidemment aussi l'aboutissement de tes projets d'écriture, tous ces projets de romans qui te tiennent à cœur. Nous sommes très fiers de te donner des conseils grâce à ce podcast pour que tu puisses écrire tes meilleurs romans et nous te remercions du fond du cœur de nous accorder de ton temps et de ton attention. Je fais pas plus long, Lucie a une interview qui devrait bien te plaire, mais je finis juste quand même en te rappelant que les inscriptions à la session de février de notre formation Devenir écrivain projet best-seller sont ouvertes jusqu'à la fin du mois. Va voir tout le détail des cours et des tarifs sur notre site web à licar.fr/programme, licar, licares.fr/programme, et j'espère vraiment que nous aurons la chance de lancer ta carrière d'écrivain en 2023. Et suis bien notre actualité car nous allons te proposer des masterclass gratuites ce mois de janvier. C'est le retour des lives de Lucie et peut-être même mon grand début en tant qu'intervenante de masterclass. Bonne année! Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode dans lequel j'ai le plaisir d'interviewer Vincent Dionisio, auteur entre autres de la très jolie série Menalara aux éditions Inceptio. Alors tu verras lors de cette interview un petit peu mouvementée parce qu'on a dû la faire dans un restaurant, nous abordons pas mal de thèmes relatifs au cœur du métier d'auteur avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de générosité et surtout sans langue de bois. Mais parmi les thèmes que j'ai abordés avec Vincent et dont il a évoqué tous les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients, il y en a deux qui me semblent particulièrement importants et intéressants. Le premier porte sur l'écriture à quatre mains et Vincent, tu le verras, l'a évoqué de façon très franche, très généreuse et très honnête. Et c'est intéressant parce que j'ai assez peu l'occasion d'aborder cette technique d'écriture tout à fait singulière. Et pour être totalement honnête, c'est surtout une technique d'écriture à laquelle je ne me suis jamais frottée. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je n'en ai évidemment pas trouvé le temps encore. Mais c'est quelque chose, en tout cas un challenge, que j'aimerais bien relever. Et puis l'autre thème que nous avons abordé, qui là pour le coup aussi me paraît important, mais que j'ai très souvent abordé, c'est la question de la relation de confiance entre l'auteur et l'éditeur. Et Vincent, très honnêtement aussi, a fait part de l'importance que ça avait aussi pour lui et parle évidemment de son expérience avec son éditeur Inceptio et je trouve que c'est vraiment intéressant d'entendre un auteur parler de l'aspect essentiel de la confiance, la relation étroite qu'un auteur peut avoir avec un éditeur et qui n'est pas toujours possible d'avoir dans une très grande maison d'édition et d'aborder tous les avantages que ça apporte d'avoir cette relation privilégiée avec son éditeur. Bref, sans plus attendre, je te laisse avec l'écoute de cette interview qui, je l'espère, te plaira autant qu'elle m'a plu. Bonjour Vincent Dionisio, je suis vraiment ravie de t'accueillir dans le podcast Devenir écrivain aujourd'hui. Bonjour. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va dérouler un certain nombre de questions et des questions qui seront quand même beaucoup orientées sur ton expérience d'auteur qui, on va le voir, est assez intéressante et dans un genre aussi qui est très intéressant, qui est le genre essentiellement de dystopie, de SF, de romans d'anticipation, parce que j'ai un petit peu creusé et j'ai le sentiment qu'un certain nombre de réflexions et de thèmes sur la société moderne et sur ce qu'on peut en faire en termes d'anticipation t'intéressent particulièrement. Donc, voilà, pour nous aussi est assez intéressant. Est-ce que tu me confirmes que je ne me trompe pas? Non, mais c'est correct. Voilà. Alors, on va commencer par d'abord l'introduction qui intéresse évidemment nos auditeurs qui vont te découvrir ou qui te connaissent évidemment déjà. D'abord, c'est qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à être publié? Dans quelles circonstances tu as décroché ton premier contrat de publication et où tu en es maintenant?
Alors, je m'appelle Vincent Dionisio. Donc, comme beaucoup de gens, j'écris depuis un âge assez jeune, avec les premières rédactions, collège, lycée, tout ça. Et puis, j'ai pris goût à la chose. Alors, au début, j'écrivais beaucoup de nouvelles. Et puis, une chose en entraînant une autre, je me suis lancé dans le roman. Et puis, au début, ça me suffisait, en fait. C'est-à-dire que comme j'écrivais mes nouvelles, j'écrivais mes romans, je les avais dans mon ordinateur ou sur papier. Et ça me convenait. J'étais content. Et puis, un jour, je me suis piqué de vouloir être édité parce que je me suis dit, tiens, je pourrais faire lire des choses. Je me permets de rebondir parce qu'on Oui, a beaucoup d'auditeurs qui nous posent la question régulièrement sur nos réseaux sociaux à l'ICAR. Toi, tu as commencé par des nouvelles. oui. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a aidé de commencer par le format nouvelle pour ensuite aboutir finalement à l'écriture d'un roman, ou pour toi, c'est vraiment deux exercices complètement différents, c'est pas du tout la même logique. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, je pense que c'est deux exercices différents, mais que de commencer par une nouvelle, comme c'est une application moins longue, Oui, ça permet de travailler d'autres choses, c'est-à-dire son style, je sais pas, des descriptions, les dialogues, enfin les choses un peu techniques qu'on oui, fait au début. Et puis, du coup, ça permet effectivement de tester ça sur un format moins long, parce qu'un roman, ça prend quand même un certain temps à écrire, une nouvelle beaucoup moins, comme normalement. oui, tout à fait. Du coup, voilà, moi je pense que écrire des nouvelles, ça peut servir d'exercice technique. Par contre, dire que une nouvelle, c'est un roman en version plus courte, je ne crois pas que ce soit exactement vrai, à mon sens en tout cas. Je crois que Oui, je suis assez d'accord avec toi, hein. C'est une technique tout à fait particulière, la nouvelle. oui, c'est très différent. J'ai participé à l'occasion à des jurys pour l'anthologie de l'appel à texte pardon, du Festival Imaginaire à Angers. Mhm. Et il y a pas mal de gens quand même qui confondent la nouvelle avec le prologue. C'est-à-dire qu'on a des gens Oui, qui nous envoient des nouvelles et en fait, la nouvelle, c'est juste l'introduction de quelque chose qui demande à être beaucoup plus grand. Là où c'est compliqué, c'est que la nouvelle, il faut qu'elle se suffise à elle-même. tout à fait. Et ça, c'est quand même assez technique, quoi. La chute d'une nouvelle, c'est une des choses les plus difficiles pour moi à écrire. Je suis assez d'accord avec toi. C'est une erreur, à mon avis, de considérer que la nouvelle est comme une sorte, comme tu dis, d'introduction Mm. à un futur livre, histoire de tester, histoire de voir si on est capable d'écrire les premiers chapitres. Ouais. Et je suis complètement d'accord avec toi. La nouvelle est un genre littéraire tout à fait à part et qui demande, et je suis assez d'accord avec ce que tu dis quand tu parles beaucoup de technicité de la nouvelle. Et je pense Oui. que la nouvelle est presque plus technique qu'un roman, effectivement. Alors, disons que la difficulté de la nouvelle, c'est que comment dire, il faut presque toujours qu'elle retombe sur ses pattes à la fin. Il faut une espèce Oui, de boucle et qu'à la fin, en fait, on est le petit nœud sur le paquet, quoi. Un c'est vrai. roman, on peut se permettre de se perdre un petit peu, on peut se permettre de jouer beaucoup plus avec les codes, on peut se permettre de jouer un peu plus avec la fin aussi, Oui. quel genre de fin on veut faire. La nouvelle, enfin, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus codifié et effectivement beaucoup plus technique, mais alors la contrepartie de ça, c'est que je trouve que c'est un genre où c'est quand même beaucoup plus compliqué de s'exprimer pleinement, Oui, c'est vrai, à tu as mon raison. sens. Et tu entends par là, j'imagine, faire passer un certain nombre d'idées et d'analyses que tu fais de la société, de l'évolution des mœurs, des gens, de tout ça, je suppose. Ah, oui, oui, c'est sûr que dans une nouvelle, c'est beaucoup plus compliqué parce Hmm. que moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je prône, hein, c'est juste quelque chose que je fais moi. Euh, Oui, pour moi, la nouvelle, je l'écris beaucoup plus dans la logique de proposer une espèce de petite attraction au lecteur. C'est-à-dire oui, que le lecteur, il va rentrer dedans, et puis à la fin, il va y avoir un petit twist amusant, et puis voilà, c'est un petit bonbon, quoi. oui, tout à Dans fait. mon roman, j'ai envie de mettre beaucoup plus de sens, quoi. Mais ça, c'est moi qui fonctionne comme ça, hein. Je donne de leçons à personne. Mais voilà, moi, je le prends un peu plus comme ça. Est-ce que tu dirais du coup que la nouvelle fait presque plus la part belle à la mise en scène et au rythme qu'un roman qui peut mixer effectivement avec derrière un peu plus de thématiques qui peuvent infuser, etc., un peu plus d'engagement peut-être? Ouais, ouais, je dirais ça. Je dirais que la nouvelle permet moins le droit à l'erreur. Et que Oui, dans une nouvelle, je sais pas si on a une nouvelle chapitrée, si on en a un chapitre qui est un peu en dessous, qui se perd un petit peu, la nouvelle, elle est un peu ratée, quoi. Alors qu'un roman, à la rigueur, de temps en temps, on peut se faire un peu plus plaisir avec un truc un peu plus singulier ou changer de rythme, changer de ton ou faire une espèce de quête annexe au milieu du roman. La oui. nouvelle, ouais, comment dire, c'est un exercice plus délicat, je trouve, plus technique et qui laisse moins la part, effectivement, à l'improvisation.
c'est beaucoup plus technique. Ouais, c'est plus technique en fait. Je trouve ça plus difficile en fait globalement. Oui, mais je partage assez ton opinion sur la question de la nouvelle et je pense qu'on est beaucoup d'auteurs à avoir cette vision de la nouvelle qui a l'air comme ça pour une personne qui n'est pas auteur professionnel ou auteur tout court de façon régulière, a tendance à croire oui, mais la nouvelle du coup c'est plus facile parce que c'est plus court, donc du coup ben, on se perd moins, on risque moins de se perdre dans l'intrigue secondaire où c'est plus facile de garder le contrôle sur l'évolution des personnages et puis sur l'évolution de la narration et je pense que c'est une erreur. Ça rejoint la question de la préparation. Bon, on aura sans doute l'occasion de parler. C'est une nouvelle comme un roman, ça se prépare. Tout à fait. De mon point de vue, un roman peut laisser un peu plus de part à l'improvisation, de l'inspiration du moment. La nouvelle, quand même, moi, j'ai besoin qu'elle soit plus cadrée quand même. Oui. Parce qu'en plus, la plupart des nouvelles, si on écrit une nouvelle pour un appel à texte, par exemple, en plus, on a un nombre de signes limité qui est quand même assez restrictif. Quand c'est 4000, 5000 mots, on ne peut pas tellement se perdre, quoi. Là, je suis en train d'écrire une nouvelle en collaboration avec une collègue autrice. En fait, on se rend compte que ça va quand même nous demander beaucoup de sacrifices dans notre histoire de faire tenir ça dans le nombre de mots demandés. Mais en fait, on est en train de se dire que finalement, ce qu'on est en train d'écrire, c'est pas une nouvelle, c'est quelque chose qui va être plus proche de la novella, quoi. Alors justement, tu me dis que tu es en train de travailler sur un projet avec une collègue autrice. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le fait d'écrire à quatre mains, du coup? Alors, c'est tout con. J'ai écrit un projet à quatre mains, mon premier projet à quatre mains, il y a 1 an et demi à peu près. C'était un thriller avec une collègue, également une autre collègue. Et en fait, ce qui nous a séduit, c'est que j'ai lu ses bouquins, j'ai bien aimé, elle a lu mes bouquins, elle a bien aimé, et puis en fait, on s'entendait bien. Et on s'est dit, faudrait qu'on essaie de bosser ensemble, quoi. En fait, c'est parti comme ça. Et après, en discutant un petit peu, on a construit un petit peu quelles sont les thématiques qu'on avait envie de développer, de quoi on avait envie de parler. Et ensuite, on s'est dit, du coup, le format qui correspond le plus au message qu'on a envie de véhiculer, c'était le thriller. Et du coup, on a construit ça un petit peu tous les deux, quoi. Et du coup, on a une narration à deux temps. Et moi, je trouve que ça met une petite contrainte dans l'écriture qui est assez intéressante. Dans le sens où déjà, le développement de l'histoire se fait à deux. Donc, on ne peut pas écrire ce qu'on veut. Il faut qu'on écrive quelque chose en accord avec l'autre. Quand on a envie de changer quelque chose, ça impacte l'autre. Donc, il faut quand même le contacter, etc. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je conseillerais aux auteurs et aux autrices qui sont un peu investis dans leur écriture et qui sont un peu prolifiques de faire un quatre mains, mais en même temps d'avoir leur projet perso. Parce que nous, la manière dont on a fonctionné, c'est que j'écrivais un chapitre, je lui envoyais, elle écrivait un chapitre, elle me le renvoyait, et puis on faisait un ping-pong comme ça. Oui, d'accord. Pour essayer de faire en sorte qu'on avance ensemble et puis qu'on arrive à lier le tout. Des fois, pendant 3 semaines, j'écris pas. Des fois, pendant un mois, elle écrit pas. Et du coup, ça peut frustrer. Donc, oui. Et donc, voilà. d'où l'intérêt, effectivement, de maintenir un projet parallèle pour ne pas te donner l'impression d'être coincé par l'emploi du temps de l'autre, du coup. C'est ça. Mais à côté, par contre, le fait d'écrire à quatre mains, ça crée une émulation. Le travail d'auteur, il est quand même extrêmement solitaire, la plupart du temps, en tout cas. Et là, ça permet quand même d'avoir un travail d'équipe, ce qui est quand même assez rare. Et moi, j'ai trouvé ça assez stimulant. Ouais. Et du coup, je suis très, très content de refaire un projet à quatre mains, là. Et je pense qu'une bonne partie de mes futurs projets seront des projets en collaboration. Ah, c'est très intéressant du coup, parce que là aussi, si je me permets de te poser la question, c'est qu'on a souvent des questions d'auteurs qui se disent, mais est-ce que tu crois que c'est une bonne chose d'écrire à quatre mains? Est-ce que c'est pas des difficultés supplémentaires, etc. Et toi, justement, ce que tu es en train de dire, c'est que certes, ça rajoute une contrainte, c'est challengeant du coup, mais le bénéfice, il est là, qui est que cette collaboration dans un métier qui est, et je suis complètement d'accord avec toi, complètement solitaire, du coup, eh bien, ça permet d'avoir un autre type de relation à l'écriture. J'enchaîne sur toujours cette question-là. Tu as été publié parce qu'à un moment, tu t'es dit, ce serait bien que je fasse lire ce que j'écris à d'autres, alors qu'au départ, tu étais resté vraiment pour le plaisir d'écrire. Est-ce que je peux te demander comment tu t'y es pris pour obtenir ton premier contrat d'édition? Est-ce que tu as fait une candidature spontanée? Est-ce que tu as fait un appel à texte? Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Non, c'est une candidature spontanée. Alors, je vais faire un détour pour raconter un peu l'histoire, parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. C'est que quand j'ai commencé à vouloir être édité, j'ai eu, comme énormément de monde, beaucoup de refus. Parce qu'en plus, je n'avais pas pris le soin de me renseigner suffisamment sur le monde de l'édition. Et du coup, j'envoyais mes textes un peu à tout le monde et à n'importe qui, à Flammarion, Gallimard, etc. Comme je te comprends. Non, mais voilà, ça me On l'a tous fait, hein. On l'a tous fait.
Donc, on prend un refus, deux refus, 10 refus, 20 refus, 30 refus. Et, et en fait, ça a commencé à teinter mon plaisir d'écrire. C'est-à-dire que je commençais à me dire, c'est peut-être pas si bon ce que j'écris, ça fait beaucoup douter en fait. C'est-à-dire qu'on Bien a sûr, encore quelques-uns des mails de refus, et puis ils sont tous très formatés. C'est très impersonnel, c'est très tout à froid, ce que je fait. comprends à la maison d'édition, beaucoup de sollicitations. Et donc, ça a un peu teinté mon plaisir d'écriture. Et du coup, dans les salons, on a souvent des gens qui viennent nous voir pour nous demander comment on a fait pour être édité, etc. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un objectif. Ou en tout cas, il ne faut pas que ce soit une condition de réussite. Un roman n'est pas réussi quand il est édité pour moi. Un roman, il est réussi quand on en est content. Et du coup, moi, j'étais prêt à abandonner, en fait. J'étais vraiment prêt à abandonner l'écriture parce que j'étais vraiment écœuré de prendre toutes les semaines, j'avais un mail de refus dans ma boîte mail, quoi. C'était vraiment écœurant. Oui. Et puis, il y a une maison d'édition qui s'est installée pas très loin de chez moi, qui s'appelle Inceptio, et qui existe toujours, bien sûr, et qui était spécialisée dans le genre de l'imaginaire en général. Moi, j'avais une dystopie dont j'étais assez fier. Et vraiment, ça fait un peu romanesque de le dire comme ça, mais dans ma tête, c'était mon dernier essai, quoi. Je le renvoyais et après, je faisais au moins une grosse pause parce que j'en avais vraiment ma claque de prendre des bananes. La série de trop, la série de trop. Ça, puis je me sentais mal, j'avais Bien plus envie sûr. d'écrire, faut que je le renvoie. Et puis, et là où ça a été un peu particulier, c'est que j'ai pas eu un coup de fil en me disant salut, vous êtes édité. J'ai reçu un mail de l'éditeur qui s'appelle Guillaume qui me dit voilà ce qu'on a pensé de ton texte, on aime bien, mais il y a ça et ça qu'on aimerait bien que tu changes. Non, c'est plutôt, il demandait des explications par rapport à certains choix que j'avais fait dans le texte. Et du coup, moi, j'étais là, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils sont pas contents? C'est très particulier. Donc, je Tout leur à fait. réponds, évidemment, quand c'est ça, j'envoie le mail à 16h, je pense qu'à 16h40, je réponds. Donc, je leur envoie, ça pour ça, etc. Bon, moi, je suis resté comme un con, j'ai dit merde, je ne suis pas édité. Et puis, il ne faut pas jouer avec ces choses-là, quoi. On est assez nerveux dans ces situations-là. Et j'ai fini par avoir un coup de fil après, mais quand même un peu de temps après, pour dire. Et en fait, Guillaume, il avait dans sa tête, son mail voulait dire ouais, c'est bon, tu vas être édité chez nous, quoi. Et oui, mais sauf que nous, on n'en a jamais, avant d'être publié, on n'a jamais reçu de mail d'acceptation. Donc, c'est compliqué de décrypter, effectivement, et de comprendre dans un mail qui te pose des questions sur ton œuvre que ça, implicitement, ça sous-entend qu'ils sont intéressés. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Ouais. Et du coup, c'était pas très clair. Et en fait, j'ai eu après un coup de fil avec lui où j'étais un peu ému, quoi, parce qu'effectivement, c'était mon premier contrat d'édition. Et c'était en fin 2018 pour le premier tome de Ménélara qui est sorti en mai 2019. Tout à fait. Mai 2019 et le deuxième tome en juillet ou un truc comme ça. Enfin, ça doit être avril oui, ou mai. Le 12, moi, je vois le 12 juillet 2019, le tome 2 de Ménélara. C'était le tome 2, ouais. Donc, c'était mai et juillet avec Walk on the White Side qui est sorti entre les deux, c'est ça. Et du coup, c'était je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois le 7 ou 8e roman qu'Inceptio éditait. Donc, c'était un peu le tout début. Ouais, c'était un peu le tout début. Moi, j'étais un peu le régional de l'étape aussi, puisque, à part les éditeurs, encore aujourd'hui, je suis le seul auteur de la région Pays de la Loire à être édité à Inception, je crois. Ouais, je ne veux pas dire de bêtises. Et voilà, depuis, je suis édité chez Inceptio. Ils ont réédité un de mes romans en début d'année, là, en février-mars, un truc comme ça, qui s'appelle Requiem pour une citrouille. Tout à fait. Parce qu'en fait, Inceptio a envie de continuer avec ses auteurs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un comité de lecture qui ouvre de temps en temps les soumissions et du coup, voilà, ils éclusent un petit peu tous les manuscrits qu'ils reçoivent. Et puis, pour les auteurs déjà édités, en fait, c'est les éditeurs directement qui lisent et qui disent si oui ou non ils ont envie d'éditer, sachant qu'il n'y a pas de garantie d'être édité chez Inceptio si on est déjà édité une première fois. Par contre, voilà, ils ont envie de nous accompagner si notre deuxième manuscrit tient un peu la route, quoi. Et on est déjà plusieurs auteurs à être réédités chez Inceptio. Alors, ce que je trouve très, très intéressant dans ton parcours, c'est d'abord que tu es suffisamment franc et tu as suffisamment de recul sur ton histoire pour dire que les refus que tu recevais avaient tendance à abîmer, que ce soit ton imagination ou ton processus créatif d'écriture, et que justement cette envie d'écriture, cette passion d'écriture, petit à petit, elle était impactée par ces refus, parce que ce qui est, je pense, important de dire aux jeunes auteurs, c'est que c'est normal de mal le prendre. C'est normal de mal prendre une série de refus. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ton projet, c'est que tu es l'exemple type
type, mais comme beaucoup d'autres, comme beaucoup d'entre nous, tu es l'exemple type de il suffit d'une fois, en fait. Il suffit d'une fois. Et d'un coup de bol, parce que moi, en fait, c'est ça. Honnêtement, je sais pas si ça se trouve, j'ai été édité parce que j'étais à côté de chez eux. Honnêtement, j'en sais rien, mais le fait est que de toute façon, je pense que quand on est un jeune auteur, et quand je dis jeune auteur, c'est-à-dire quelqu'un qui commence à écrire, on peut être jeune auteur à 50 ans, hein, dans le sens où je l'entends en tout cas, et je pense sincèrement qu'il ne faut pas écrire dans l'optique d'être édité. Parce que sinon, on va se complaire dans un genre qui vend sur le moment, Oui. et du coup, on va se rentrer dans un carcan, alors que l'objectif de l'écriture, c'est quand même d'être dans. C'est un art hyper libre. On n'a pas de contraintes techniques comme on peut l'avoir au cinéma ou dans la musique, ou, enfin, voilà, où il faut avoir une vraie maîtrise. Là, les contraintes techniques, elles sont quand même beaucoup moins grandes, dans le sens où il y a un apprentissage. Effectivement, il faut quand même apprendre à construire un texte, mais finalement, on a besoin d'un papier, d'un stylo ou d'un ordinateur, point. Tout à fait. On n'a pas besoin d'une caméra, on n'a pas besoin d'apprendre la guitare, on n'a pas besoin de. Enfin, voilà. Donc, je me dis, autant utiliser ça pour être complètement libre dans ce qu'on a envie d'écrire. Et puis, si on n'est pas édité, on n'est pas édité, c'est pas très grave. Mais si et puis tout peut changer parce que, comme tu le dis, il suffit du bon manuscrit qui rencontre le bon éditeur, mais là-dessus, tu n'as pas de contrôle. Et je trouve intéressant que tu dises, finalement, je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils m'ont édité moi plutôt qu'un autre, j'en sais trop rien finalement. Et du coup, je suis complètement d'accord avec toi, d'où, à mon sens, il est important quand on envoie un manuscrit de ne pas attendre le retour des éditeurs et de se jeter dans un nouveau projet, comme tu dis, de ne pas faire de la publication en maison d'édition traditionnelle le seul et unique objectif, la seule et unique voie de publication. Et si ça arrive, c'est très bien, on continue d'envoyer. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas pour autant que je stoppe tout et parce que ma vie d'auteur n'a plus aucun sens. Exactement. J'ai une anecdote là-dessus. Au Salon d'Ancenis, il y a quelques mois, il y a une jeune bénévole elle avait peut-être 20 ans, qui vient me voir et qui me dit voilà, vous avez fait que j'étais avec ma collègue Camille et Camille Salomon. Et elle me demandait comment on avait fait pour être édité, est-ce qu'on avait des conseils, etc. Parce qu'elle disait qu'elle avait un roman et qu'elle ne savait pas trop exactement comment le faire vivre. Je lui dis ok, vous écrivez quoi? Elle me dit j'écris de la romance. D'accord, mais qu'est-ce que raconte votre histoire? Elle me raconte qu'en fait, c'est l'histoire d'une jeune esclave au temps de la Grèce antique qui va découvrir un artefact et qui va partir dans une aventure et qui va tomber amoureuse d'un mec et qui va combattre des dieux, etc. Je lui dis mais c'est pas de la romance ce qui est écrit. C'est une aventure avec une romance dedans. Elle me dit oui, mais je le qualifie en romance parce que c'est ce qui vend. Et je lui dis ouais, mais là effectivement, tu rentres dans un truc un peu commercial, quoi. Et l'écriture, c'est un art avant tout qui peut devenir commercial. Il y a des gens qui en vivent et c'est très bien, c'est pas la question. Mais les gens qui en vivent en France, je sais vraiment pas s'il y en a plus de 50 en fait. Donc alors, c'est très compliqué. Tu dis vraiment quelque chose de hyper intéressant et ton anecdote, elle est typique et hélas, l'anecdote que tu me donnes, je peux en citer des dizaines et des dizaines qu'on m'a racontées. Et autant j'entends vraiment, et moi je prône le fait qu'on désacralise le métier d'auteur et que les personnes qui souhaitent en vivre puissent chercher à en vivre. Mais de là, effectivement, à réfléchir, à penser, modifier ou tordre sa narration pour qu'elle rentre dans un genre supposément plus lucratif qu'un autre, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, je te rejoins complètement. Là, il y a quelque chose qui commence à pourrir un peu le métier. Et je fais partie des gens qui vivent de leur plume, donc je fais partie des gens très attentifs au contrat, très attentifs à ce qu'ils vont signer, parce que c'est mon gagne-pain du coup. Mais la limite que tu donnes, à mon sens, est une limite très, très importante, qu'il convient de dire. Donc, ce qui est important, et je pense que tu as complètement raison, c'est qu'il n'est pas contradictoire d'avoir dans un petit coin de tête le fait d'être publié, donc de faire des démarches pour la publication, mais je suis entièrement d'accord avec toi, il faut pas, les jeunes auteurs, il ne faut pas qu'ils commencent à se dire bon, j'ai une super idée d'histoire. Bon, cette idée d'histoire, comment est-ce que je pourrais la marketer? Comment est-ce que je pourrais la tordre pour qu'elle rentre dans ce que j'imagine être un genre qui vend, ce qui est en plus complètement contre-productif, parce que c'est pas parce que le genre de la romance est effectivement, comme le polar, un genre qui se vend beaucoup, que ta romance ou ton polar, spécifiquement, va se vendre en plus. Au contraire, c'est très compétitif, du coup, très concurrentiel. Complètement, mais tu as complètement raison. Tout le monde écrit de la romance aujourd'hui. Moins tu es dans de la niche, plus tu as de la concurrence. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, et moi je dis ça en tant qu'auteur de SF humoristique polar, donc quelque chose qui ne va pas du tout se vendre, mais je m'en fous parce que ce n'est pas mon objectif. Exactement. Si jamais demain je vends 4 millions d'exemplaires de mon bouquin, je ne vais pas me plaindre, attention, c'est pas ce que je dis. Mais j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Exactement.
Et ce que je conseille aussi aux jeunes auteurs, c'est prévoir un plan B parce que c'est un métier très concurrentiel et en vivre, c'est très, très difficile. Oui. Donc, mettre tous ses œufs dans le même panier pour un métier où c'est très, très difficile de trouver un travail plein, c'est compliqué. Moi, je suis journaliste de formation, donc c'est un peu le même problème, quoi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en fait dans un secteur où il n'y avait pas de boulot, tout simplement. Oui, tout à fait. Et puis le fait de vraiment tout lâcher et de ne penser qu'au fait de pouvoir vivre de ta plume, ça te met une pression absolument extraordinaire. Je vois pas comment est-ce qu'on peut être serein vis-à-vis de son écriture quand à chaque fois qu'on pose un chapitre, on se dit mais mon Dieu, si jamais j'arrive pas à décrocher un contrat ou je n'arrive pas à vendre, ça va être une catastrophe. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Nous, on conseille vraiment quand les auteurs veulent se lancer de ne pas lâcher le travail qu'ils font tous généralement à côté, qui est plus ou moins un travail alimentaire selon la passion qu'ils y mettent, mais de ne pas mettre trop de pression dès le départ sur quelque chose qui doit être de l'ordre de la pulsion créative. Oui, complètement. C'est vraiment, moi, j'en reviens toujours à ça, c'est-à-dire quand on me dit quel conseil vous me donnez pour être auteur, écris ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux raconter? Est-ce que tu as envie d'écrire quelque chose ou est-ce que tu es amoureux de l'idée d'être écrivain et de pouvoir te la raconter en société en disant j'ai écrit un bouquin? Il y a des gens comme ça aussi. Oui, tout à fait. Donc voilà, moi, je dis, est-ce que tu as quelque chose à raconter ou est-ce que tu as juste envie de sortir un bouquin pour le principe de sortir un bouquin, quoi. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose. Alors dis-moi si tu partages cet avis, mais plus tu écris ce que tu veux, plus il y a quelque chose d'engagé dans ton roman. Et je pense savoir que c'est ce qui te motive aussi, considérant les thèmes que tu développes, d'ailleurs pas que dans ta duologie, mais même dans Requiem pour une citrouille. C'est que je pense qu'un roman est d'autant bon qu'il est engagé et qu'on sent l'engagement de l'auteur. Et j'entends pas forcément un engagement politique, un engagement social, mais juste exactement ce que tu viens de dire mais pourquoi j'écris cette histoire? Ce que moi j'appelle dans le jargon l'intention littéraire. Pourquoi c'est cette histoire-là que j'ai envie d'écrire et pas une autre? C'est ça. Est-ce que tu as envie d'écrire quelque chose qui supposément plaira à un public ou est-ce que tu as envie d'écrire quelque chose parce que ça te mobilise et que c'est un truc qui a besoin de sortir de toi, quoi? Tout à fait. Moi, je revendique effectivement une écriture très politique et très sociale parce que faut que ça sorte. Mais et je te dis ça en étant en train de boire un café à Genève. Tu vois, je pense que ce n'est pas incompatible, très clairement. Très clairement. Alors, on va glisser un peu, du coup, sur t'as un petit peu ton rituel d'écriture, ta routine d'écriture, surtout que, comme beaucoup d'auteurs, mais toi particulièrement, parce que du coup, on le sait, sur Requiem pour une citrouille, qui n'est pas ton premier roman, si je ne m'abuse, c'est un roman que tu as écrit pendant la période du confinement. Or, si je ne me trompe pas dans la chronologie de tes publications, était déjà sorti, et donc par définition déjà écrit, Menelara tome 1 et Menelara tome 2. Et donc, moi, la question que je te pose, c'est est-ce que ta routine d'écriture a changé du fait qu'on était dans un contexte de confinement très spécifique, ou est-ce que tu as simplement écrit beaucoup plus vite, mais que tu as gardé la même façon pour toi d'être sur le travail préparatoire, d'être sur ton processus d'écriture? Alors, ce que ça a changé fondamentalement, c'est pas tant dans la routine d'écriture, mais plutôt dans le genre littéraire qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'avais jamais écrit de bouquin humoristique. Et là, j'ai pris un vrai grand panard à écrire ce bouquin-là. Et du coup, j'ai enchaîné avec un deuxième bouquin derrière qui pour l'instant est dans mes tiroirs, mais qui est un peu dans le même ton. Et du coup, j'ai découvert un vrai attrait pour l'écriture humoristique, qui n'est pas une volonté délibérée d'être bouffon, mais plutôt de faire rire tout en effectivement continuant à adresser certaines petites choses. En revanche, concernant mon rituel, en fait, la seule chose que ça a changé, c'est que pendant le confinement, en fait, le week-end, j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Donc, j'écrivais comme un bourrin, j'ai écrit le bouquin en 2 mois. Là, j'ai retrouvé une vie sociale un peu plus, donc j'écris un petit peu. Donc, tu écris un petit peu moins. Disons que j'ai un enfant depuis 10 mois, donc depuis 10 mois, j'écris d'accord. très, très, très peu. Quand je dis très, très peu, si j'ai écrit 1000 mots en un an, c'est beaucoup, déjà. J'ai complètement coupé sur les premiers mois, mais pas parce que j'avais pas le temps, mais parce que j'avais pas la disponibilité mentale. J'avais beaucoup de charges mentales. Mais là, je suis en train de m'y remettre, justement. Alors, du coup, là, la collaboration, alors, je reviens sur la collaboration 2 secondes. La collaboration, c'est aussi une très bonne manière de se botter le cul. Tout à fait. On ne le fait pas que pour soi. Tout à fait, parce qu'à un moment, tu ne peux pas uniquement donner des excuses à ta collaboratrice. À un moment, il faut quand même bien que tu sois avec elle. C'est ça. Et du coup, voilà. Donc, là, je reprends avec une nouvelle en plus, donc effectivement, qui est quand même quelque chose qui crée une implication un peu moins longue. Et puis en collaboration. Et puis après, je rendrai sur du roman parce que c'est ce que je préfère écrire quand même. Mais voilà, en termes de routine, j'ai pas vraiment
de routine spécifique. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de rebondir sur ce que tu as dit un petit peu avant. Ouais. Tu as parlé de travail préparatoire et tu as dit que le travail d'écriture impliquait un travail préparatoire. Alors, je suis assez curieuse de savoir ce que tu entends par travail préparatoire. Alors, c'est ce que je fais moi, hein. C'est pas quelque chose que je prône, hein, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je te pose la question en toute conscience. C'est ça. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai une idée qui me vient, alors souvent ça me vient, honnêtement, je ne saurais pas trop dire d'où ça vient, mais ça vient. Quand ça vient, ce que je fais, c'est que j'essaie d'écrire un petit synopsis d'une page. Je dis grosso modo, voilà l'histoire que je raconte. C'est-à-dire d'où je pars, par où je passe et où j'arrive. Si ça me plaît toujours, j'essaie d'étoffer un petit peu le truc et déjà un petit peu de chapitrer. C'est-à-dire commencer à mettre des petites parties, etc. Et des bornes aussi. Ce que ma collègue Elina Hessé appelle des bornes, c'est-à-dire en gros, je vais d'un point A à un point Z en passant par B, C, D, E, etc. Mais ce qui se passe entre A et B, il ne se passe pas ce qui se passera. Oui, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, à l'ICAR, les nœuds narratifs, les grands points d'étape, les bascules, en fait. Donc, les étapes importantes, tout à fait. Voilà. Et donc, si ça me plaît, donc j'ai mon chapitrage, donc je l'étoffe. Et si mon chapitrage me plaît, là, je commence à attaquer des fiches perso. C'est-à-dire que je fais une petite fiche d'une page à peu près sur, voilà, c'est qui mon personnage, c'est quoi ses traits de caractère, c'est quoi ses liens aux autres persos, c'est quoi ses motivations, d'où il vient. Et une fois que j'ai tout ça, là, je me lance, en fait. Je me lance et effectivement, disons que le chapitrage, il est respecté à peu près 50-60% à la fin. Mais en général, ma fin ne bouge pas. Et ce qui se passe au milieu, ça peut bouger parce que les persos, ils prennent un petit peu vie, quoi. Donc, ils font un peu ce qu'ils veulent des fois, il faut juste essayer de les cadrer. Tout à fait. Et d'assouplir, du coup, au gré de ton inspiration et de la production d'écriture que tu peux avoir, qui fait que, du coup, tu bouges un peu le curseur quand tu te confrontes à ton propre texte. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit. En gros, à chaque étape, tu te poses cette question de bon, je vois si ça me plaît ou si ça me plaît pas, etc. Moi, je trouve ça hyper intéressant et je vais du coup te poser la question, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de jeter un petit, comme tu dis, synopsis, résumé, le cœur de ton intention littéraire, pourquoi tu veux écrire cette histoire? Est-ce qu'il t'était déjà arrivé de laisser tomber parce que finalement, en développant ce qui te paraissait au départ une idée un peu sympathique, intéressante, etc., est-ce qu'il t'est déjà arrivé de stopper en disant finalement, en développant, bof, finalement, bof? Ça m'arrive à peu près 2 fois par mois. J'exagère pas, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une idée, puis je me pose 5 minutes, et des fois, rien qu'en y réfléchissant, je me dis non, en fait, c'est nul. Et puis des fois, je l'écris quand même, j'écris une page et je me dis et puis en fait, je vois, bon, en fait, ça mène à rien, ou en fait, je raconte pas grand-chose. Alors, si je te pose la Parfois, question, je me dis, ça peut être une nouvelle. Enfin, voilà. Oui, tout à fait aussi. Si je te pose la question, c'est parce que dans le cadre de notre formation, donc on a tous les profils de jeunes auteurs et parfois, on a certains auteurs, on sent qu'ils souffrent horriblement sur le travail préparatoire de leur texte. Grosso modo, la méthode qu'on développe dans le cœur de la logique, elle suit un peu la tienne. Et ils ont tellement... il y a quelque chose de viscéral et de très attaché qui est que oui, mais quand même, au départ, cette idée, elle me paraissait quand même bien, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas se développer. Et souvent, nous, on dit, mais parfois, toutes les bonnes idées n'ont pas vocation à être un roman ou une nouvelle. Et je trouve hyper intéressant que du coup, toi, tu le dises ouvertement en disant, mais moi, mais ça m'arrive tout le temps. Et je suis, pareil, le nombre de trucs que j'ai bénés, au final, c'est assez impressionnant. Et je trouve que c'est important que nous, les auteurs, on dise aux jeunes auteurs, mais il n'y a pas de drame au fait de dire, non, finalement, ça, c'était une belle idée en 10 lignes, peut-être en 2 pages, mais plus, ça n'aurait pas donné grand-chose. Et ce n'est pas un échec, en fait. Non, mais après, c'est quelque chose aussi qui s'apprend, c'est comme le reste. Moi, je dis ça du haut de mon âge et de mes expériences, et voilà, maintenant, j'en ai balancé quelques centaines des idées. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas facile quand même, parce que c'est quand même une chouette idée, puis c'est dommage. Et on se dit, si j'arrive pas à la développer, c'est que moi, je suis pas assez bon. Oui. Alors que c'est pas forcément le cas, c'est juste que. Et je rajoute juste une petite dimension à ce que tu disais, c'est que des fois, l'histoire, elle n'a pas vocation à être développée maintenant. Elle le sera peut-être dans 1 an, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Tout à fait. Et puis peut-être aussi que l'idée qu'on a jetée et que finalement, elle ne nous plaît pas, elle va justement nous permettre de cheminer intellectuellement et de trouver l'autre idée qui, elle, donnera un roman. Donc aucune idée, même celle qu'on abandonne, aucune idée n'est anodine. Ouais, moi, j'ai abandonné des romans au milieu de l'écriture. Oh, moi, pareil. Ça m'est arrivé. À 40 000, 50 000 mots, j'ai abandonné. Et c'est pas grave. Ou même des romans que j'ai terminés, et en fait, j'ai jamais soumis à qui que ce soit et que j'ai jamais fait lire parce que je me dis, en fait, c'est pas très bien.
Tout à fait. Et je trouve ça hyper intéressant que tu le dises Mm. et que tu dises, mais c'est OK, ça fait partie du métier, ça fait partie du processus d'écriture. Et voilà, et c'est pas vrai que toutes nos idées sont géniales et toutes nos idées donnent lieu à des romans. Et puis des fois, je pense qu'il faut aussi avoir la franchise de dire que des fois, on se lasse. On peut se lasser Ouais. d'une histoire qu'on écrit et qu'on se dit, ouais, finalement, ouais, finalement, quoi. Ouais, et je pense que plus, parce que je reviens là-dessus parce que c'est un peu mon cheval de bataille, mais je pense que plus on se détache de cette espèce d'obligation d'être édité ou obligation d'en vivre, Oui. etc., plus ça devient facile en fait. Quand on a juste envie d'écrire ce qu'on a envie d'écrire, bah, quand c'est nul, on le sac et puis c'est pas grave. Oui, Pas grave. je trouve très intéressant ce que tu dis parce que souvent on nous pose la question quand on fait des conférences sur les modes de rémunération des auteurs et les différents types de contrats. Mhm. On aborde aussi la question des contrats qu'on signe sur pitch ou sur Ouais. synopsis, peu importe, et que le roman n'est pas Ouais. écrit. Et je leur dis toujours, attention, c'est compliqué. Il faut vraiment savoir dans quoi on met le doigt parce que c'est une chose de leur donner un synopsis qui fait aller une page, aller grand maximum 2 pages d'un roman qu'on n'a pas du tout encore écrit et pour lequel on s'engage sur une date et sur lequel on perçoit une rémunération. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Là entre en jeu la contrainte d'écriture et qu'on n'est jamais sûr que finalement, en développant, ça va nous plaire. Moi, je suis pas certain que j'arriverai à écrire sur la contrainte, hein. J'ai Oui, jamais mais eu à le oui, faire, mais je suis pas certain que j'y arriverai. Et je suis surtout pas certain que ce sera très bon, en fait. tout à fait. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Et du coup, tu parles, tu nous as parlé assez facilement et ouvertement de ton éditeur, hein, du coup, Ouais. qui a édité Requiem pour une citrouille notamment, mais et les 2 tomes de Menelara, qui est donc l'éditeur Inceptio. Et moi, la question que je voudrais te poser, puisque tu as quand même maintenant un petit peu de recul avec cet éditeur, mais même avec d'autres, puisque bah, voilà, il y a des choses qui fuitent, qu'on écoute, qu'on entend, on parle avec des collègues auteurs, etc. Bref, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui est important pour toi dans la relation avec un éditeur? Quelles sont pour toi les qualités non négociables de relation avec un éditeur? Alors, ma première expérience, enfin, ICP, c'est ma première expérience d'édition. J'en ai une deuxième chez Rivière Blanche. C'est Mhm. les deux seuls éditeurs dont je peux vraiment parler. Et c'est vraiment extrêmement différent en termes de fonctionnement. Moi, ce que j'aime particulièrement, chez Inception en tout cas, c'est l'idée que ils respectent l'auteur de A à Z. C'est-à-dire tout ce qu'ils proposent, tout ce qu'ils font, enfin, tout ce qui va sortir de ce partenariat, on le fait ensemble. La couverture, elle n'est jamais imposée. Le quatrième de couve, il n'est jamais imposé. Les changements ne sont jamais imposés. Et j'imagine que quand ils sont sine qua non, ils sont discutés avant la signature du contrat. Mhm. Euh, voilà, ça, c'est le premier truc que je trouve hyper intéressant. C'est que on est même emmerdé des fois. On me dit, bah, pour Médélara, tu veux quoi comme couverture j'en sais rien. En plus, je suis vraiment à chier sur ce genre de truc. Mais par contre, voilà, ça se construit ensemble avec l'illustratrice. Et il n'y a absolument rien qui est fait sans transparence. Quand Inception a changé de diffuseur il y a 1 an, tous les auteurs, on a reçu un mail pour nous expliquer qu'ils changeaient de diffuseur. Mhm. On nous expliquait voilà pourquoi on change de diffuseur, voilà comment ça va impacter la diffusion des bouquins, etc. Quoi. Tout est fait en complète transparence. Et on a un groupe Messenger avec tous les auteurs et les éditeurs dessus. Ah, Euh, c'est intéressant ça. ouais, où on est vraiment. Alors évidemment, tout le monde ne participe pas parce qu'on n'a pas le temps. Enfin voilà, mais quand il y a un nouvel auteur qui arrive, il est présenté un soir à 20h30. Enfin, pardon. Un jour, il y a Ophélie ou Guillaume, donc les éditeurs, qui nous disent présentation d'un auteur mercredi prochain à 20h30. Donc à 20h30, sur Messenger, bam, il y a quelqu'un qui est ajouté et on lui pose des questions pendant toute la soirée. Et c'est comme ça avec chaque auteur. Et du coup, ça nous permet de faire connaissance, de créer des petits atomes communs. Ensuite, on se voit en salon, on dit ah oui, c'est vrai, c'est toi qui as dit ça, on discute, de quoi parle ton bouquin, etc., etc. Et du coup, ça crée vraiment un petit cocon familial, quoi. Et Alors, c'est la première fois que j'entends ça sur un éditeur et je trouve l'idée super. ça Vraiment, parce que la communication, elle est hyper importante, comme tu le dis d'ailleurs avec un éditeur ou même avec les autres auteurs. Bah, écoute, je suis en vacances dans le Jura. Moi, j'habite à Angers, donc j'ai traversé toute la France d'ouest en est. J'ai fait une pause chez Paula Alexander, qui a coécrit Royal, édité chez Inception. Et on a fait connaissance par le groupe Messenger, on s'est rencontrés en salon et en fait, on est devenus potes. Là, moi, je suis vraiment ami avec plusieurs personnes de chez Inception, du coup, maintenant.
Moi, je pense que c'est la grande force ce qu'on appelle les petites et moyennes maisons d'édition, hein, donc les éditions indépendantes. Et je pense que à terme, mais ça c'est une réflexion personnelle parce que dans mon cas, j'ai autant de grosses maisons que de maisons d'édition moyennes. Du coup, et je pense que c'est enfin, l'avenir de la collaboration des auteurs avec les éditeurs. Parce que ce que tu décris sur le fait qu'ils te sollicitent pour la couverture, pour tout ce qui se passe qui est de l'ordre de l'environnement de ton roman, de ton œuvre, etc. Et la Mhm. cohésion que tu peux instaurer avec tes collègues de travail finalement, hein, puisque les autres auteurs qui sont publiés, c'est important, ce réseau entre les auteurs. Moi, je pense que c'est ça l'avenir de la collaboration efficace. C'est la seule qui devrait avoir lieu entre les auteurs et les éditeurs que les grosses maisons d'édition ne mettent absolument pas en place. C'est-à-dire que ça, ce mode de fonctionnement que je connais par ailleurs avec les éditions de L'Homme sans nom, qui fonctionne exactement comme ça, Ça a l'air tu d'être ne le le cas. retrouves pas du tout dans les grandes maisons d'édition. Ouais, bah, de toute façon, l'homme Sanu, c'est pareil. C'est vrai qu'on se croise sur des salons, ça se voit. Il y a une Ah oui, équipe aussi. Là où, dans certaines autres maisons, les gens se rencontrent et puis ils sont chacun dans leur coin. Et parfois même, ils tirent un petit peu chacun sur la couverture pour accrocher le lecteur ou la lectrice pour lui vendre un bouquin. Enfin, tout à fait. voilà, moi, en tout cas, c'est ce que je connais chez Inceptio et c'est super du coup. Enfin, c'est-à-dire que ben, c'est une petite famille, quoi. On appelle ça, enfin, une blague d'ailleurs, c'est sur le site, la Inceptio Family. Ça, c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment l'idée, quoi. C'est-à-dire que Tout à fait. je suis aussi édité chez Rivière Blanche, qui fonctionne très différemment. Euh, du coup, c'est objectivement moins stimulant. C'est pas grave, hein, on est très content d'être édité. Je suis pas en train je critique pas, c'est juste que moi, je me retrouve peut-être plus dans le fonctionnement d'Inception. Parce Oui, que, oui, tout à ben, fait. force, voilà, on fait des soirées ensemble. Quand on fait un salon sur 2 jours, il loue un B&B, on s'envoie les photos des conneries qu'on fait. Des fois, tu te retrouves un samedi soir, un samedi à dimanche à 2 h du mat, à avoir des photos de je sais pas quel auteur qui est en train de coincer je sais pas quel auteur dans les toilettes d'un B&B. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc groupe de potes, quoi. Tout à fait. Et je sais que parmi nos auditeurs, il y a des jeunes éditeurs, ou en tout cas des entrepreneurs qui ont dans l'idée de lancer une maison d'édition et dont Mhm. l'inquiétude est, OK, nous, on est animés par cette passion de porter une carrière d'auteur, etc. Mais c'est compliqué d'exister en face de géants qui, du coup, ont pignon sur rue et qui sursaturent le marché. Et moi, ça me permet, ce que tu dis, me permet de rebondir en disant, mais l'avenir, il est là en tant que nouvel éditeur, en tant que futur éditeur, votre avenir, il est là, c'est-à-dire instaurer cette relation humaine et cette collaboration entre les auteurs qui en ont marre d'être isolés, en fait, parce que comme tu dis, le travail d'écriture, il n'y a rien de plus solitaire. Et donc, remettre du réseau et de la solidarité et non pas de la concurrence, du Bien coup, sûr. parce que je sais que certaines maisons d'édition pratiquent le jeu de la concurrence entre les auteurs, qui est complètement contre-productif, Bien du sûr. coup, alors que à plusieurs, on est plus fort. Et plus on collabore, plus les lecteurs ils se multiplient, en fait, et ils s'excluent pas les uns les autres. Ah bah exactement. Enfin, nous, quand on est en salon, on est 4-5 auteurs. C'est c'est peut-être arrivé une fois, mais à part ça, c'est jamais arrivé qu'un auteur ou une autrice tire la couverture à elle ou à lui. Tout à fait. Qu'est-ce que tu veux lire? Tu veux lire du thriller? Bah, je ne vais pas t'expliquer, mais Ménélara, c'est ce qu'il te faut. Tout à fait. Tu veux lire de la fantasy? Bah, c'est pareil, je ne vais pas te vendre Ménélara. Par contre, j'ai lu tel bouquin qui est vachement bien. Si tu veux, ça peut t'intéresser. Si l'auteur n'est pas là, je peux te le pitcher. Et l'objectif, Exactement. et l'objectif, c'est qu'on a vraiment envie que Inceptio, la maison d'édition, continue de grandir. Parce qu'à travers Inceptio, bah, nous aussi, on grandit. Et Mais quand, je bien ne sais pas, sûr. Guy Roger Duvert ou Widget Swan ou des gens comme ça qui vendent vraiment beaucoup plus de bouquins que moi, bah, quand eux ils cartonnent, bah, Inceptio cartonne, donc bah, peut-être éventuellement Bobo cartonnera. Et puis quelque part, je m'en fous parce que Inceptio, je les adore, ils prennent super soin de moi comme auteur. Si ça marche pour eux, je suis ravi pour eux. Et là, tu touches quelque chose de très important pour lequel nous, on milite à l'ICAR, qui est que le succès des autres te profite forcément à un moment ou à un autre. Il faut pas jalouser ou envier et Non, de se même, dire, oh là là, mais pourquoi lui, elle, qui pourtant sort un bouquin de SF, une dystopie, etc. Et alors ça cartonne. Et puis alors moi, qui suis dans la même veine, ça cartonne pas parce que forcément à un moment ou à un autre, le succès des autres te profite toi en tant qu'auteur. Toujours, c'est un ascenseur en fait. ouais. Et puis la recherche de succès, enfin, ça dépend de tellement de facteurs, quoi. Tout à C'est-à-dire fait, que déjà être édité, c'est un énorme coup de bol. Ensuite, complètement. tu peux avoir, je dis des conneries, mais tu peux avoir 20 fois la même histoire ou une histoire très très similaire Oui, sur Wattpad. Il y en a une qui va cartonner et qui va oui. se faire repérer par une maison d'édition et du coup l'autrice ou l'auteur va se pointer, il va vendre je sais pas combien de milliers d'exemplaires. Enfin, c'est vraiment c'est l'éclair dans une bouteille, quoi. C'est un truc complètement chaotique. Alors évidemment que quand on écrit certains genres, on a peut-être aussi plus de chances de vendre des bouquins, mais comme on disait tout à l'heure, si j'écris Ça un dépend. polar
Si j'écris un polar, sur le principe, les polars se vendent plus. Par contre, effectivement, je vais arriver sur un marché où il y a 1000 personnes qui écrivent des polars, quoi. Tout à Là fait, où... exactement. Et que les places numéro 1 qui vendent des polars par chariot entier, elle est déjà prise, la place. Et que c'est pas C'est parce ciblé, qu'un c'est thriller vrai, et on scientifique arrivera peut-être fonctionne. à faire. Exactement, et c'est pas parce qu'un thriller scientifique fonctionne que si toi derrière tu écris un thriller scientifique, bah, il fonctionnera de la même façon. Ça n'a aucun. Et je me permets aussi de rebondir sur ce que tu as dit. Je trouve que c'est une illustration parfaite quand tu dis bah voilà, quand un lecteur arrive et puis bon, il n'est pas plus intéressé que ça par mon histoire parce que lui, bah, ce qu'il préfère, c'est la fantaisie, par exemple. Le fait de lui dire ah bah mon collègue justement, il a de la fantaisie. Ce qu'il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est que ça te fait pas une vente en moins. C'est au contraire, le lecteur, il ne demande qu'à être bien conseillé. Et si jamais il aime la fantaisie de ton collègue, il se rappellera que c'est toi qui lui a donné et ça lui ouvrira l'esprit, se dira mais finalement dans cette maison d'édition, il y a plein de bouquins que j'aime bien, bon, pourquoi pas laisser la chance à d'autres auteurs. C'est toujours à ton avantage en fait, c'est jamais un inconvénient. Ouais, et puis tu as toujours cette question de à quel point est-ce que tu veux absolument vendre un bouquin? Au point de te Tout à fâcher fait, avec un pote, au point de mal conseiller quelqu'un qui va quand même envoyer 20 balles dans un bouquin, c'est pas rien, tu vois. tout Donc, à fait. non, ça, évidemment, c'est rien. Moi, je vais en salon, je vais pas dans l'optique de me dire, tiens, il faut que je vende 30 bouquins ce week-end, quoi. Je m'en fous. Si j'en vends un, j'en vends un. Si j'en vends 10, j'en vends 10, c'est cool. Je vais voir des copains, je vais discuter avec des collègues d'auteurs, je vais discuter avec des lecteurs. Ça va être génial, quoi, tu vois. Mais c'est ça Et l'objectif, finalement. exactement. Et c'est vraiment important que tu insistes sur le fait de te réjouir de toutes les étapes qu'il y a du métier d'auteur et qui est fait bah, peut-être de succès, mais qui est peut-être aussi fait d'échecs. Et quand bien même, c'est pas quelque chose de négatif, tu rencontres bien toujours des gens extraordinaires avec des parcours incroyables, des lecteurs qui viennent de tous les milieux, tous les pays, et qui de temps en temps viennent te voir, etc. Et c'est important de ne pas zapper ces étapes-là parce qu'on ne pense qu'à une chose, c'est de vendre autant que celui qui est à côté. Bah oui, puis en plus, la plupart du temps, c'est illusoire parce que ça va dépendre aussi du profil du salon, ça va dépendre. Tout à fait. Et puis, ouais, non, enfin, Ce n'est encore une pas de fois, ta faute. En fait, je pense qu'on pourrait résumer ça en disant quoi qu'il se passe, mais même le succès d'ailleurs, hein, quoi qu'il se passe, ça n'est pas de ta faute. À ce moment-là, toi, tu n'as plus de contrôle sur ton roman parce qu'il est sorti de toute façon. oui, Donc, tu n'as plus de contrôle là-dessus. Donc, il faut lâcher prise. il faut lâcher prise et écrire ce que tu as envie d'écrire. Oui, tout à fait. Et pas écrire. Alors, Je discutais avec ma collègue autrice l'autre jour qui me disait, moi, dans l'absolu, si une maison d'édition me paye un très bon salaire pour sortir un roman par an, je ne le ferai pas. Parce que justement, il y a cette contrainte d'écriture. Et enfin voilà, il faut quand même bien comprendre ce que ça implique de vivre de son écriture. Sortir un tout à fait. roman et en vendre un certain nombre, c'est chouette. Mais derrière, le deuxième, s'il ne marche pas aussi bien, bah, du coup, c'est un gros coup de massue. Et puis Tout le à troisième, fait. si ça marche pas, enfin, c'est quand même assez délicat. Donc, il faut bien C'est savoir. difficile. Je crois que c'est quand même compliqué de décider très jeune, je veux vivre de mon écriture. Oui. Je crois que c'est compliqué de se poser ça comme un vrai objectif. Si ça tombe, ça tombe. Bah, il reste un autre En chose à tout faire. cas, si c'est un projet qui est réel, si c'est une décision qui est réelle, c'est une décision qui doit être faite en toute conscience. Et il faut accepter le prix à payer quand on décide de vouloir vivre de sa plume. Ouais. On vivra, assez souvent, on ne vivra pas super confortablement tous les mois. Sauf si on est Olivier Nord avec les. Enfin bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, des gens qui vendent des centaines de milliers d'exemplaires de chacun de leurs romans. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Alors du coup, on va glisser un petit peu parce que moi, tu écris dans un genre que j'adore. D'abord, tu mélanges des thèmes que j'adore, l'humour déjà, c'est quelque chose que j'aime écrire aussi et que j'affectionne. La SF, bien que j'en ai pas écrit depuis un petit moment, mais c'était mon premier roman aussi. Et évidemment, les intrigues de polar. Et je trouve très intéressant les thèmes que tu développes et qui sont des thèmes qui prennent directement naissance à une réflexion qu'on peut avoir sur la société moderne, etc. Donc ma question c'est, et je pense que tu y as un petit peu répondu, c'est est-ce que tu as trouvé entre guillemets ton genre de prédilection? Est-ce que tu te sens bien dans, j'ai bien compris, hein, la partie humour que tu continuerais de mettre dans la SF? Alors ma question c'est est-ce que tu te sens bien dans dans ce genre-là, du coup, qui mélange plusieurs idées, plusieurs tendances, ou est-ce qu'à un moment, tu sens que ça te titille d'écrire quelque chose qui soit plus contemporain, par exemple, ou plus... donc voilà, pour ce qui est... Alors, en ce moment, je suis plus dans une phase thriller.
Euh, mais ça bouge. Hein. Il y a même des fois Oui. des que j'ai et je me demande si je vais les traiter de manière humoristique ou pas. En fait, dans Requiem pour une citrouille, il y a aussi une partie, si j'en rigole pas, je vais devenir vraiment violent. Quoi. Parce qu'il Oui. y a beaucoup, mine de rien, derrière tout ça, il y a aussi beaucoup de colère. Et du coup, voilà, j'essaie de trouver à chaque fois le genre qui me correspond le plus. Là, j'avais envie de toucher un peu au thriller, donc j'en ai écrit en collaboration justement avec mes collègues Julien Weber. Et je pense que je vais encore en écrire un ou deux après. Et puis après, je sais pas. Il y a des trucs auxquels je toucherai pas, c'est sûr. Mais Ah, alors à quoi tu ne toucherais pas? Tiens, c'est intéressant du coup. tu veux ouvrir la discussion sur la new romance? Ah, mais oui, mais bien sûr. Moi, bon, je suis pas un lecteur de romance ou de new romance. J'ai fait mes devoirs, un peu comme tout le monde. J'ai essayé d'en lire un peu. Il y a une partie des bouquins qui sortent dans ce genre-là que je considère comme étant très malsains et toxiques et qui Mhm. cultivent une littérature misogyne euh, Oui. et qui complaît l'héroïne dans le rôle de soignante d'un homme qui a des blessures et à qui on va trouver un milliard d'excuses pour son comportement ultra toxique. C'est très très intéressant ce que tu dis du coup parce que tu es un auteur déjà, donc un homme, et qui écrit pas dans ce genre-là, et tu mets le doigt sur un vrai débat qui secoue le monde de la romance et qui crée une espèce de clivage en ce moment hein, entre les auteurs et les booktubers qui commencent à dénoncer ce qui n'est ni plus ni moins qu'une littérature toxique, une littérature patriarcale et complètement dépassée, hein, qui véhicule des messages très masculinistes, du coup, et un autre pan qui dit oui, mais on est sur du fantasme, on est sur, voilà, c'est quand même une histoire, c'est un exutoire, c'est un défouloir, donc il ne faut pas y voir autant de pouvoir, d'influence sur les jeunes générations qu'on voudrait bien, tu sais, c'est le fameux débat, qu'est-ce qu'on doit dire dans un roman, est-ce qu'on est responsable de nos écrits, et dans quelle mesure est-ce qu'un roman a un impact sur l'évolution des goûts, et tout un tas de concepts. Donc c'est très intéressant que toi, en tant qu'extérieur à la littérature de romance, du coup, tu me donnes justement cet argument-là, qui est un vrai débat en ce moment qui fait rage dans le milieu de la romance et qui la divise. Alors, effectivement, du coup, pour compléter sur ce que tu viens de dire, si c'est un exutoire de l'auteur ou de l'autrice et un fantasme, pourquoi le faire lire? Et pourquoi le commercialiser? Oui. Effectivement, moi, je considère qu'on est complètement responsable de ce qu'on écrit et que si, en tant qu'auteur, tu choisis de véhiculer un message quel qu'il soit, eh ben, tu es responsable de ce que ce message va générer chez des lecteurs, qu'ils soient âgés ou pas. Mm. Je prends l'exemple le plus connu de ce genre de littérature, qui est Fifty Shades of Grey. Mhm. Shades of Grey, c'est un roman toxique, patriarcal, Mhm. misogyne, Mm. en plus d'être objectivement très mal écrit. Ça, c'est une autre question. Euh, donc, voilà, moi, j'ai eu premier tome, ça m'a suffi. J'ai compris ce que je lisais, j'ai fait, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de lire ça, et je vois qu'en fait, ça se multiplie. Le fait est que c'est un genre qui surfe sur des pulsions, que je crois qu'il y a encore pas longtemps, quand tu regardais les 100 plus grosses ventes d'Amazon, tu avais 60 voilà, je considère que c'est pas forcément un attrait hyper intéressant pour un roman. Maintenant, ça existe. Pas en train d'appeler à boycotter quoi que ce soit. C'est juste quelque chose que j'écrirai pas et que je lirai pas. Et je trouve ça hyper intéressant que tu sois l'auteur qui dise, voilà, moi je considère toujours que ce que j'écris, derrière, il y a un engagement. Et voilà, sur ce sujet-là, je te rejoins complètement. On n'écrit pas un roman histoire de dire juste on écrit un roman. Je pense qu'il a de la vie, je pense qu'il a une âme parce que derrière, il y a un véritable engagement et qu'aucun écrit n'est anodin. Je te rejoins complètement, aucun écrit n'est anodin. Donc il faut bien savoir ce qu'on écrit et il faut bien savoir quel impact ce qu'on écrit peut avoir sur le lectorat, et pas forcément qu'un jeune lectorat d'ailleurs, hein, ça impacte toutes les tranches d'âge à mon sens. Hein. Oui, et puis si on se plante derrière son petit doigt en disant ah mais c'est bon, c'est du fantasme, etc. Donc en fait, on peut tout écrire. Je peux écrire de Tout la à fait. littérature révisionniste, je peux écrire de la littérature raciste, je peux écrire pas. Tu vois, je pense pas que ce soit un argument recevable que de dire non, mais c'est que sur un bouquin, c'est que du fantasme. Non, ça existe et ça véhicule des idées, qu'on le veuille ou non. Si on contrôle pas les idées qu'on écrit, c'est de la responsabilité de l'auteur ou de l'autrice.
Tout à fait, tout à fait. Alors, du coup, plus pratiquement pour les auditeurs bien que tu l'as déjà un petit peu dit, mais voilà, si jamais tu devais cibler un peu le ou les, ça dépend ce que tu veux nous donner, les conseils que tu aurais aimé qu'on te donne au tout début. Quand tu as commencé à écrire très sérieusement et quand tu as commencé à te dire, ah, et si je me faisais publier et voilà, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Qu'est-ce qui aurait fait la différence? Oui, alors ça, c'est un peu délicat. Ça l'est toujours. Ouais, moi je pense que moi personnellement, tout dépend de l'objectif en fait. Si l'objectif effectivement c'est d'écrire un bouquin, le conseil que je donnerais c'est effectivement de lire un maximum bien sûr, de parler à d'autres auteurs, de voir comment eux s'y prennent, de se trouver une routine, de aussi se renseigner sur comment on construit un écrit vraiment, parce qu'il y a une vraie technique quand même derrière, même s'il faut évidemment pas brimer l'inspiration. Donc voilà, moi je pense que j'aurais dû peut-être au tout début un petit peu plus me former techniquement, entre guillemets, ou analyser ce que je sais au moins. Ça, c'est pour l'objectif d'écrire le bouquin. Oui. L'objectif d'être édité, c'est juste de faire gaffe aux maisons d'édition auxquelles on envoie, ça, c'est Oui. sûr. De ne pas hésiter à aller les rencontrer sur les salons aussi, à aller Oui. discuter avec eux. Nous, je me rappelle, il y a, c'était quand? C'était en 2019, je crois. On était au Salon Fantastique Oui. à Paris. On était quasiment tous là, quoi. Il y avait beaucoup de monde. Et il y a un mec qui s'est pointé, qui a donné aux éditeurs, tenez, c'est les 25 premières pages de mon roman. Il les avait Ouais. imprimées et tout. Il a dit, tenez, voilà, si ça vous intéresse, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, et puis moi, si ça vous plaît, je pourrais envoyer le truc. Et du coup, moi et une autre autrice, Elina Essé, on l'a lu le truc, tu vois. On a lu les 25 pages, on dit, ah, c'est pas mal, etc. Machin. Aujourd'hui, ce mec, il est édité chez Inception. C'est Elie Sohin, il a écrit À la croisée des rêves. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. La rencontre sur place, faut jamais la négliger. Bien sûr. Bien sûr, mine de rien, en fait, c'est le même conseil que tu donnes à quelqu'un qui recherche du taf. Tout à Va fait. donner ton CV en main propre. Exactement, oui, Vois ta mais tout à tronche, fait. vois qui t'es, quoi. Tu as Et raison, tu as raison. il y a un truc tout con aussi, c'est que quand tu te pointes chez Inception, il y a aussi un côté un peu, effectivement, tu rentres dans un groupe, tu rentres dans une petite famille, quoi. Donc, de savoir qui t'es humainement, ça peut être intéressant aussi. Je dis pas que je dis pas que ça va transgresser un manuscrit qui vaut pas le coup. Mais c'est quand même intéressant, quoi. Là, ce jour-là, on a vu Élise pointer, on a dit, ce mec-là, il a quand même l'air assez cool aussi, quoi. Mine de rien, c'est chouette. Tout à fait, tout à fait. Et dernière question, bien Oui. sûr, c'est sur quoi est-ce que tu es en train de travailler? Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui se profile du coup? Alors j'ai des manuscrits en soumission actuellement, donc ça, on verra ce que ça donne chez Inceptio et ailleurs, parce que Inceptio, c'est imaginaire et thriller. Il y a deux collections, donc quand c'est quelque chose qui ne correspond pas à ça, forcément, moi, je vais essayer de proposer ça ailleurs, parce que ma priorité quand ça correspond à la ligne éditoriale, c'est de proposer à Inceptio, parce que Bien sûr. je suis bien là, je ne vois pas pourquoi je vais ailleurs, en attendant que Gallimard vienne me chercher. Et encore. Bref, donc là, je suis en train d'écrire une nouvelle A4 effectivement, avec une autrice qui s'appelle Paula Alexander. Ensuite, on a pour projet d'écrire un thriller, tous les deux, qui est inspiré de l'affaire Henry McCabe, qui est l'histoire d'un type qui a disparu en laissant un message vocal à sa femme, un peu mystérieux. C'est une vraie histoire, qui est toujours pas résolue d'ailleurs. Et puis, j'ai une idée aussi de techno-thriller qui est basée un peu sur les Madeleines de Proust, où en fait, ce serait un univers où en fait, en payant suffisamment cher, ils ont développé une technologie où quand tu manges un aliment, tu te retrouves projeté dans ton toit de l'époque où tu as goûté cet aliment pour la première fois. D'accord. Ah oui, l'archétype de la Madeleine de Proust. Exactement. Excellent. Donc, très souvent un nourrisson, et donc on aurait un héros à qui on offre ça et qui en fait voit ses parents se faire assassiner alors qu'il a 18 mois à l'époque. D'accord. Voilà. Toujours en train d'essayer de jouer un peu avec le thriller. Voilà. C'est un peu ce sur quoi je travaille quand j'arriverai à retrouver une disponibilité mentale pour écrire. De jeunes parents, une disponibilité compliquée quand on est jeune parent. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça revient gentiment. Oui. Ok, en tout cas, écoute, je te remercie de nous avoir donné tout ce que tu nous as donné, parce que c'est toujours intéressant, je pense, pour des... moi, j'aurais adoré en tant que jeune autrice, puisque moi, pour le coup, j'ai eu une très mauvaise expérience pour mon premier éditeur, j'aurais adoré avoir des retours d'auteurs sans langue de bois, en fait. C'était qui? Ah, c'était un...
Pardon, non, j'avais pas entendu ta question. C'était un éditeur canadien, du coup, et je ne sais pas s'il fonctionne toujours. Je sais pas s'il est encore. Je crois qu'il a déposé le bilan entre-temps. Et donc voilà, le pire qu'on peut imaginer, hein, toutes les horreurs qui peuvent se passer dans un contrat, d'un mauvais contrat de publication, du coup. Ouais, tu vois le genre. Voilà, on le voit tous et on milite assez, on milite assez pour les lire parce qu'il y en a encore en fait. Il y en a évidemment très peu, heureusement, c'est un pourcentage infini du milieu, mais bon, je suis la preuve vivante que il suffit d'une fois du coup. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite plein de succès. J'en appelle aux auditeurs que ce qui est important quand on écrit, c'est de lire. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir que ce soit Requiem pour une citrouille ou que ce soit le tome 1 et le tome 2 de Menalara qui sont disponibles. Moi, là, j'ai ouvert plusieurs plateformes. Il y a 2 sites, il y en a plein que vous pouvez vous procurer. Du coup, donc, n'hésitez pas à découvrir les auteurs. Lisez un maximum. Ça, c'est important. Ouais, absolument. Un bon auteur, c'est un bon lecteur. Tout à fait, exactement. Bref, merci à toi. Merci à toi. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.